Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Sid, accompagné de Kira. Comment vas-tu, Kira, cette semaine ? Salut Sid, bah écoute, ça va super bien. J'ai passé une très très bonne semaine. J'ai beaucoup travaillé déjà, donc c'est quand même assez important. Il faut en parler. Hein. Quand on travaille, c'est que ça va bien déjà. Donc ça, c'est ce qu'il faut se dire. C'est la santé. Voilà, oui, mais bon, quand même. Faut pas abuser. Voilà, faut pas abuser non plus. Des bonnes choses. J'ai fait quand même quelques petits trucs à côté. J'ai commencé le revival de Scrubs. C'est une série médicale qui est sortie il y a fort longtemps, que j'aimais beaucoup. Et là, ils ont décidé de faire une suite 20 ans après. Un peu comme Malcolm, en fait. Donc là, il passe juste un épisode par semaine, donc c'est un peu relou. J'ai prévu de vous faire une chronique, mais il faut attendre, du coup. Donc j'ai commencé, c'est plutôt cool. Je me suis remis sur Cyberpunk. Parce que dernièrement, j'arrête pas de voir des gens jouer à Cyberpunk. Bah oui, il y a eu le patch PS5 Pro en plus. Voilà. Donc du coup, je l'ai relancé et je le teste sur Portal. Je le joue pas mal sur Portal, celui-ci. Et je dois dire que je suis agréablement surpris. Le combo 5G et fibre optique marche vraiment très très bien. J'ai peu de lag en vrai pour un jeu quand même aussi gourmand que Cyberpunk. Et du coup, bah, je m'amuse beaucoup sur ce jeu toujours, tu vois, même autant d'années après. Et je suis surpris, c'est que je l'avais fait à sa sortie, et je l'ai refait à la sortie du DLC. Là, je suis sur mon 3e run et je redécouvre encore des nouvelles choses qu'ils ont implantées. Donc là-dessus, il y a quand même un suivi assez exemplaire. Et je me suis remis sur la série Jack Ryan parce qu'il y a le film qui sort à la fin du mois sur Amazon Prime. Donc c'est un film qui va conclure la série télé. Donc j'avais fait la saison 1 et 2 il y a quelques mois. Donc là, j'attaque la saison 3. C'est toujours aussi cool. J'adore John Krasinski. Je trouve qu'il est vraiment très très bon dans le rôle. Et donc tu vois, j'ai pas eu le temps de niaiser, comme on dit. Bah c'est bien, t'as été bien occupé, bravo. Voilà. Et toi, à part faire des biberons et changer des couches, qu'as-tu fait cette semaine ? Eh bah écoute, j'ai changé des biberons. Non, ça y est, je suis fatigué. J'ai fait chauffer des couches et j'ai changé des biberons. Voilà, en effet. J'ai changé des couches et fait des biberons et des nuits évidemment assez courtes. Mais j'ai joué. J'ai joué 3 heures sur les 7 derniers jours. Donc j'ai fait 1 heure de Pragmata, ce qui m'a permis de finir le jeu que j'avais déjà bien entamé avant la naissance de bébé. Et j'ai commencé Saros, donc qui est sorti le 30 avril, donc il y a 3 jours. Et sinon, bah voilà, ça se résume à peu près à ça pour l'instant, ce qui est bien normal. Ce qui est déjà pas mal parce que tu vas avoir un enfant, c'est très chronophage. Bah oui, surtout au début, les petits bambins comme ça réclame beaucoup d'attention. Je te rassure, c'est toujours hyper chronophage, même plus vieux. C'est toujours hyper chronophage. Ça, perpétuité. Voilà, à arriver un peu plus grand, ça parle tout le temps, c'est chronophage différemment. Tu peux m'emmener là, tu peux acheter ci, tu peux faire ça, mais c'est chronophage pareil. Mais quand même, Kira, dans tout ça, on a préparé l'émission de cette semaine. Du coup, est-ce que tu peux nous donner le sommaire et comment soutenir la taverne ? Alors déjà, pour commencer, on va parler des news. Donc tu vas nous parler d'Heroes of Might and Magic Olden Era. Donc c'est une petite nouveauté, c'est ça, de la franchise. Voilà, ok. Tu vas nous parler du Steampad également. J'ai vu 2-3 trucs passer également, donc c'est l'occasion de faire un petit point. Ouais. Moi de mon côté, je vais vous parler du studio Spider, donc qui est un studio français. S'il y a 2-3 petites choses à dire, le test de la semaine c'est Pragmata. Et pour terminer, on parlera d'une série que j'aime beaucoup, qui est un manga, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle Monster. Donc voilà, ce qu'on vous a préparé pour cette semaine. Si vous voulez nous faire plaisir, bien sûr, vous avez les 5 étoiles sur les applications de podcast. Vous pouvez entrer en contact avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et bien sûr le formulaire du site web. Oui. Donc surtout, n'hésitez pas. Sachant qu'on a eu beaucoup de messages cette semaine. Donc je pense qu'on va en parler en fin d'émission si on a un petit peu de temps. Oui, carrément. Très beau programme en tout cas. Moi je kiffe, j'aime absolument tout de A à Z. Donc ça va être très intéressant. Monster, on aime tous les deux énormément. C'est vrai. Donc avant ça, un petit peu de générique quand même, parce que Monster c'est la fin de l'émission, nous n'y sommes pas, même si j'ai très hâte d'aller me coucher, mais nous n'y sommes pas. Générique et on attaque. Heroes of Might and Magic, donc c'est un revival un petit peu d'une série très ancienne qui a commencé en 1995. Heroes of Might and Magic, c'est un RPG d'exploration, de gestion, de stratégie au tour par tour, ce qu'on appelle 4X.
On avait déjà parlé un petit peu des 4X et je me rappelle que je t'avais fait l'interro surprise de qu'est-ce qu'un 4X. Est-ce que je te la refais, Kira, ou pas Oui, si tu veux. Alors, les 4X, quels sont les 4X? Alors, c'est un jeu de gestion de plusieurs choses. Donc, on gère les 4 gros piliers d'une belle invasion. C'est économie, expansion, économie, expansion, guerre, et le troisième, je sais plus ce que c'est. Le quatrième. On est pas mal. Exploration, expansion, exploitation, donc les ressources, la gestion des ressources, et l'extermination, les combats. Donc les 4X, c'est des très gros jeux où une partie dure environ 10 heures, donc c'est des jeux au long cours. Il y a évidemment Civilization comme fer de lance, il y a Age of Wonders que j'adore, et il y a Heroes of Might and Magic, qui est une saga cultissime, mais qui avec le temps et avec du coup l'arrivée d'Ubisoft, je pense qu'Ubisoft n'a pas fait beaucoup de bien à cette licence. Moi, j'ai fait énormément à l'époque. C'était le 2 et le 3 que j'avais joué, mais j'avais poncé et tout. Et c'est vrai que je crois qu'Ubisoft, c'est à partir du 4 qui est arrivé. Même un peu après, en fait. Le 4, ça avait été racheté par 3DO. Donc l'entreprise, c'était New World Computing qui ont fait le 3. Ils ont été rachetés par 3DO et 3DO s'est effondré avec le 4, et après Ubisoft est arrivé. Ubisoft a fait quelque chose de très très bien sur la licence Heroes of Might and Magic, c'est Dark Messiah Might and Magic, que j'avais beaucoup aimé aussi. Excellent de Arkane, le studio Arkane. D'ailleurs, je voulais en faire la chronique bientôt. Et donc Heroes of Might and Magic, c'est un dérivé stratégique de la saga Might and Magic, qui est encore plus ancienne et qui était un dungeon crawler, donc un RPG où on avançait dans des donjons case par case et on combattait des monstres. Et donc, Heroes of Might and Magic Olden Era, c'est la nouvelle mouture de cette licence qui est pleine d'espoir. Elle est top 1 là, des ventes sur Steam parce que la promesse est très belle. C'est un retour aux sources de Heroes of Might and Magic 3, qui est l'épisode le plus apprécié et le plus abouti encore à l'heure actuelle, à mon humble avis. Le 4, le 5, le 6 et le 7 se sont un petit peu dévoyés avec le temps et la formule s'est délitée. Là, on a un développeur, Unfrozen, édité par Hooded Horse. Ce sont des passionnés qui adorent la saga, qui avaient déjà fait des jeux indés en mode un peu roguelike très très bien, dont Iratus. Et ils ont lancé ce projet. Et figure-toi qu'au cours du projet, il y a John Van Koneghen qui les a rejoints, qui est le fondateur historique du studio New World Computing, donc celui qui avait créé la saga Heroes of Might and Magic, et les a rejoints. D'accord, après, ouais. Et c'est trop bien parce qu'il a donné cette impulsion créative et ça illustre ce retour aux sources. Et donc la promesse, c'est Heroes of Might and Magic 3, un petit peu modernisé, mais en restant dans le concept initial. Donc le jeu va se dérouler sur le continent de Jadam, avec un conflit avec la faction Hive, qui est un peu une faction qui ressemble aux Zerg de StarCraft, tu sais, des insectes un peu envahissants. Ouais, le côté xénomorphe un petit peu. Voilà, le côté xénomorphe. Et donc, le jeu va prendre place dans cet univers-là. Il y a 6 factions seulement, j'ai envie de dire, mais c'est une très bonne chose. Surtout que chaque unité dans ces 6 factions a des différentes variantes, etc. Donc, c'est déjà très bien. Je pense que pour un lancement comme ça, en accès anticipé, 6 factions, c'est bien. C'est un retour aux sources, comme on l'a dit, avec de la 3D isométrique, avec, tu sais, les combats en grille hexagonale à l'ancienne. Ouais, avec des damiers. C'est ultra prometteur, c'est très joli. Ça a vraiment un côté old school, mais remis au goût du jour. Et comme je le disais, les équipes, elles sont passionnées du 3. Le 3, c'est le terreau le plus fertile qui existe dans Heroes of Might and Magic. Il y a le Big Boss qui a créé la licence, qui les a rejoints. Enfin voilà, moi j'ai eu les yeux, j'étais fou quand j'ai vu ça, j'étais trop content. Donc l'Early Access commence le 30 avril. Donc là, elle a commencé il y a 3 jours quand on enregistre. Et elle va durer environ 1 an, Kira. Et durant cette année, ils assurent qu'ils vont être très à l'écoute de la communauté, etc., pour ajuster des choses qu'ils ont déjà fait en quelques jours, ce qui est assez fou. Vous pouvez, du coup, sur Steam, si vous êtes joueur PC, dès maintenant, jouer à ce Heroes of Might and Magic Olden Era, qui est pour moi, je suis fou, j'ai trop envie de le faire. Pour moi, tous les signaux sont ouverts, en tout cas pour un retour magistral de cette saga qui est vraiment culte. Oui, puis ce qui est cool, c'est comme tu dis, le créateur original fait partie du projet, donc il risque de donner sa patte, en tout cas son impulsion directement à cette sortie. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu de Might and Magic, enfin d'Heroes of Might and Magic? Ça faisait au moins 20 ans, 25 ans?
J'aurais dit un peu moins quand même, le 7. Moi qui m'avait beaucoup déçu. Et pour le retour du patron de la saga, ça aussi, ça crédibilise, je trouve, leur projet. Oui, ça donne vraiment une impulsion, un retour assez fracassant. Et c'est vraiment une saga magnifique. Donc, je ne l'ai pas dit, mais c'est de l'heroic fantasy où, comme tu l'as expliqué un petit peu, Kira, le but, c'est d'étendre son royaume en faisant de la conquête de territoire, etc. Voilà, il y a plusieurs manières pour ça. Voilà, il y a la diplomatie, il y a la guerre, etc. Et il y a plein de factions, des griffons, des anges, des soldats, des paladins, etc. Enfin, c'est trop cool. Moi, je suis ultra fan. Et c'est une super nouvelle. Pour la Early Access là, qui vient de sortir, le jeu est déjà canon. Je l'ai vu tourner et tout. Enfin, vraiment, moi, ça me tente à mort. J'attends juste la sortie de la Steam Machine pour me lancer, mais je crois que je peux attendre encore un petit peu. Ouais, c'est que sur PC pour l'instant. Et oui, que sur PC et pas sur Mac, parce que moi je voulais jouer sur Mac. Voilà, j'achète un Mac et je peux pas y jouer. On est tous les deux équipés que de Mac. Donc après, sur Steam Deck, je suis pas sûr que ça tourne, faut voir. Parce que la Steam Deck, tu sais, ça peut être chiant aussi pour ce genre de jeu. Ouais, mais tu peux la brancher, tu sais, comme la Switch. Moi, je la branche à mon écran de PC. Donc à voir. Mais en tout cas, la Steam Machine, ouais, je l'attends. J'en parle un petit peu après de toute façon. En tout cas, si vous voulez donner de la force à ce projet et que vous aimez Heroes of Might and Magic, je suis très enthousiaste et confiant pour ce beau projet. À mon tour, moi par contre c'est une moins bonne nouvelle. C'est une moins bonne nouvelle. On va parler du studio français Spider qui annonce sa fermeture. Donc dans un message publié sur X, l'équipe confirme que l'entreprise est actuellement en cours de liquidation et mettra fin à ses activités dans les prochains jours. Donc ce studio a été fondé il y a plus de 15 ans. Ils étaient notamment connus pour le jeu The Technomancer, Steel Rising, un des premiers tests que tu as fait à l'époque de la taverne, Greedfall. Et le dernier projet en date, c'est Greedfall The Dying World, n'a pas rencontré donc le succès attendu. Et c'est un contexte difficile, bon, bien sûr pour le studio, mais également pour Nacon, qui est un peu en galère en ce moment. Et après plusieurs semaines sans communication claire, les développeurs indiquent avoir reçu donc une confirmation officielle. Concrètement, cela signifie la disparition du studio. Il y aura quand même malgré tout un dernier contenu additionnel pour Greedfall 2 sur lequel il travaille, mais qui sera publié cette fois uniquement par Nacon et qui prendra également en charge le suivi des jeux existants. Donc les équipes présentent leurs excuses pour leur silence récent, donc clairement ils n'ont pas à s'excuser pour ça, hein. Je pense qu'ils étaient un peu en galère, il faut dire ce qui est, et remercient les joueurs pour leur soutien au fil des années. Elle précise également ne plus pouvoir assurer d'assistance et que tous leurs numéros, tu sais, les boîtes mail, les numéros d'hotline, des choses comme ça, donc seront totalement désactivés, donc il faut vraiment s'orienter vers Nacon dans ces cas-là. Donc c'est donc une page qui se tourne, hein, pour les studios français en général et pour ce studio bien sûr. Donc l'avenir des équipes reste également incertaine car elles n'ont pas pu être classées, donc ça c'est quand même dommage, mais c'est également incertain aussi pour Nacon qui traverse une phase très compliquée en ce moment. Donc je t'avoue, je suis assez pessimiste en tout cas pour tout ce qui se passe et moi je leur souhaite un gros soutien en tout cas. Donc oui, c'est assez triste. Moi, Spider, c'est un studio que je trouve assez généreux dans leurs propositions. Ils font plutôt des petites productions, des AA, comme Steel Rising, qui était un Souls-like assez moyen, c'est vrai, mais qui avait quand même des qualités, dont la DA française, avec les marionnettes, etc. Ouais, c'était plein de charme. Et comme tu dis, ça fait suite un petit peu à la crise que traverse Nacon, où ils sont... pas en liquidation, mais en tout cas, ils étaient en redressement, cessation de paiement de leurs prestataires. D'avant la liquidation, au cas où. Et oui, donc c'est compliqué. Après, Nacon, c'est pas cuit encore. D'ailleurs, ils ont annoncé leur Nacon Connect, là, bientôt, leur conférence, qui devait déjà prendre place il y a quelques semaines, mais la veille, je crois, de leur Nacon Connect, c'est là qu'ils sont passés en redressement et ils s'y attendaient pas. Parce que le redressement, ça arrive... les banques n'ont pas suivi, en fait. Et ils se sont retrouvés un peu au pied du mur du jour au lendemain, Nacon, donc ils ont dû décaler leur conférence, etc. Donc ouais, c'est assez compliqué. C'est pas forcément mort pour eux, mais là déjà, si Spiders en fait déjà les frais, ouais, c'est tragique pour ce studio français qui, comme je le dis, est plein de générosité. Greedfall, je connais pas trop, mais il y a une communauté. Il y a une communauté, le jeu a un
peu déçu dernièrement, mais en fait, ils faisaient pas des AAA, hein, c'était des jeux AA, mais ils étaient toujours dans la moyenne des notes, donc aux alentours de 14-15 sur 20, ce qui est pour moi une note très très honorable pour ce type de production. Et comme tu disais, ils avaient quand même leur petit noyau de fans, et ça reste un studio français également. Et c'est vrai que la France, on est quand même très bien placé sur l'échiquier international en termes de jeux vidéo. Et c'est dommage d'avoir, oui, t'as vu, on parle géopolitique, et c'est vrai que c'est dommage qu'un studio avec une certaine patte, on va dire, une certaine expérience, disparaît comme ça dans la nature. Mais 2006, c'est quand même 2006. Oula, je pars dans le passé là. 2026, c'est quand même un peu vénère avec les studios, c'est quand même. Ouais, là, c'est un peu l'hécatombe de toute façon post-Covid. Là, on récolte un peu les fruits de cette période faste où l'argent coulait à flot de façon très facile. En charge d'un coup là. Ouais, donc là, voilà, on est encore, je pense, dans ces dommages collatéraux, de ces boîtes qui étaient sur la corde raide, les banques qui suivent de moins en moins, le contexte géopolitique qui n'aide pas. Enfin voilà, c'est toute une accumulation de facteurs qui font que les entreprises galèrent et malheureusement pour ce studio, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Eh ben, je te propose de parler d'un géant du jeu vidéo. Donc, c'est Valve. Valve, donc, qui ont communiqué, je crois, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, sur la Steam Machine, justement. Ils disaient qu'ils auraient aimé la sortie. Elle aurait déjà dû être sortie. La Steam Machine, donc, qui est, pour rappel, leur petit PC de salon qui servira à faire comme une console, finalement, mais c'est un PC à l'intérieur, avec le SteamOS, etc. Elle aurait quasiment déjà dû être sortie. Ils ont pris du retard beaucoup avec ce qu'on connaît, hein, les RAM, surtout les RAM de ce qu'ils disaient. Mais néanmoins, Steam a communiqué sur leur contrôleur, donc leur manette, qui s'appelle Steam Controller. Qui est très moche. Qui est excessivement moche, mais qui a une fiche technique extrêmement intéressante, et c'est ça qu'on va décortiquer rapidement sans être trop technique, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais en tout cas, je commence par ce qui fait mal, entre guillemets, c'est le prix. Elle sera à 100 balles, 99 €. D'accord, ouais. Ouais, ça pique. C'est un peu moins cher que les manettes premium PlayStation 5 et Xbox. Mais c'est vrai que ça pique pour une manette. Et justement, c'est parfait que tu aies dit ça, parce qu'on va voir que la fiche technique est, je trouve, meilleure que ces manettes Elite. Donc, déjà, le Steam Controller, évidemment, il est universel. Le principe, donc il va fonctionner sur PC, mais quand je dis universel, c'est tout système d'exploitation confondu. Donc Windows, bien sûr, Linux, évidemment. La Steam Deck, par exemple, tourne sous Linux. Ouais. Et macOS, donc sur ton petit Mac, Kira, tu pourras utiliser Steam Controller. D'accord. C'est moins ça. Même sur mobile, d'ailleurs, il y a le Steam Link, évidemment avec la Steam Machine, tout ça sera compatible, heureusement. Sur les caractéristiques techniques, donc il y a 2 sticks analogiques TMR. Donc c'est magnéto-résistant, c'est magnétique, symétrique, capacitif. C'est du très haut de gamme. C'est ce qui se fait de mieux. Donc tu vois, déjà, ils ne nous prennent pas pour des vaches à lait en nous mettant du stick moyenne gamme, etc. Comme on peut l'avoir sur la DualSense, chez Nintendo avec le Drift, etc. On n'aura pas ces problèmes-là. Il y a 2 trackpads aussi. Les trackpads, tu sais, c'est comme sur la Steam Deck. C'est ça qui est pas très joli, les espèces de petits carrés moches là sur les côtés. Ouais, c'est comme sur votre... Oui, exactement, c'est des petits carrés, tu avais raison. C'est comme sur un ordinateur portable, c'est pour remplacer la souris. Vous déplacez votre pouce dessus. Ça marche extrêmement bien sur Steam Deck parce qu'il y a un retour haptique. Donc, quand tu passes ton pouce dessus, tu as une petite vibration qui suit ton pouce et qui t'indique où t'es. Il faudrait que je te fasse tester. C'est cool, ça. C'est extrêmement bien fait, ça marche super bien. Et retour haptique de haute définition avec une pression variable. Dans la manette, ensuite, tu as 6 gyroscopes. Donc ça, c'est moins notre cas, mais ils sont là. Ils sont au nombre de 6 avec la fonction Grip Sense. Donc pareil, c'est du haut de gamme. Ils ont 4 boutons arrière réglables, programmables. Donc très bien aussi. Les gâchettes magnétiques Hall Effect. Donc pareil, c'est pour... le Hall Effect, c'est magnétique, c'est ce qui empêche le drift, etc. D'accord. Donc, gâchette magnétique de très haute qualité. Il y a des moteurs haptiques, il y en a 4 dans la manette. Et l'autonomie est à 35-40 heures. Ah, quand même. Donc, en vrai, c'est pas si cher, parce que c'est quoi ? C'est 30 € de plus qu'une manette pro de Switch, en fait, qui est quand même une manette hyper basique au final. Et là, t'es 30 € de plus, et t'as un condensé de technologie qui est assez fou, en fait. C'est même supérieur à la DualSense, j'ai l'impression.
c'est supérieur à la DualSense en termes de fiches techniques, rien que pour la qualité des matériaux. C'est ça que je voulais mettre en avant, c'est que tu vois, ils te mettent des sticks analogiques TMR qui sont du haut de gamme, qui ne sont pas les sticks analogiques que vous avez dans votre DualSense. Il y a les trackpads aussi qui n'existent dans aucune autre manette. Il y a les gyroscopes, il y a les gâchettes magnétiques Hall Effect. Enfin, c'est vraiment du très très bon matériel. C'est vendu avec un dongle. Tu sais, c'est les petits rajouts que tu peux mettre en USB derrière. Bluetooth. Qui sont pas obligatoires, mais par contre, ils existent pour rajouter du 2,4 GHz. Ouais, c'est pour booster le truc, ouais. Et oui, c'est pour avoir une latence la plus courte, la plus basse possible pour des pro gamers qui font du FPS, etc. Donc, c'est vendu avec. Ce dongle, il fait aussi station de recharge. La manette fait USB-C, Bluetooth et cette norme 2,4 GHz, comme je l'ai dit. Donc, c'est vraiment, j'insiste, c'est du super matériel, donc 100 € d'accord, mais sachant que c'est en vente que sur leur site Steam, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de distributeur. C'est aussi comme ça qu'ils réduisent, tu sais, le coût. Ils rajoutent pas la partie distribution à payer. Tout va dans leur poche directement, quoi. Tout va dans leur poche directement. Ça passerait, vous l'auriez à Leclerc ou Carrefour ou que sais-je, cette manette serait peut-être à 120, 130 parce qu'il y a les coûts de distribution, etc., etc. Là, ils le font en direct, ce qui garantit des prix un peu plus serrés. Et encore une fois, j'insiste, pour moi, elle est du niveau d'une manette Elite de PlayStation ou de Xbox avec un tarif quand même qui est un peu moindre et surtout les trackpads qui sont exclusifs à cette manette. Donc tout ça pour dire que je l'achèterai. Voilà. Ouais, carrément, oui, appelons un chat un chat. Non, mais c'est là qu'on voit quand même que quand tu compares même la fiche technique que tu as donnée à la manette Elite de la Xbox ou à la manette Pro, je crois qu'il s'appelle celle de la PlayStation. Ouais. Bah, en vrai, elles sont plus chères et ça se tient carrément, quoi. Donc je trouve que pour le coup, Steam n'a pas abusé sur les tarots. Ils n'ont pas abusé du tout. Moi, je trouve vraiment qu'ils nous ont pris au sérieux par la qualité des matériaux engagés et peut-être parce que ils savent que c'est un public de PCistes et un public plutôt alerte sur ces sujets, tu vois. Et voilà, je pense que ils le savent à qui ils s'adressent et ils l'ont bien fait. Et le lancement mondial est prévu pour le 4 mai de cette machine, donc à 19h, à 19h en France. Ouais. Le 4 mai, vous pouvez l'acheter sur le site de Steam. Après, je t'avoue que je me tâte, moi, pour la Steam Machine. Je me dis que ça peut être un bon compromis pour jouer à des jeux PC sur ma télé et tout. En plus, je l'ai vu, elle est pas très très grosse, donc carrément, donc à voir. En plus, on peut peut-être brancher une manette PlayStation éventuellement pour les jeux exclusifs Sony. Ça fonctionne très bien la DualSense, ouais, c'est pas de problème ça, sur Linux. Ça peut être intéressant et ouais, vraiment, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis et là, plus on se rapproche de la date, plus je me dis qu'en fin d'année, je pourrais peut-être craquer. Ah bah moi c'est clair et net. Bah du coup, on sait pas quand elle sortira. Ils sont embêtés Steam parce que à cause des prix de la RAM. Ouais, ils voulaient la vendre moins cher que ce qu'ils vont la sortir, c'est certain. Ils l'ont quasiment dit à demi-mot. Donc ça laisse présager encore une fois peut-être des augmentations de prix encore, mais ouais, en tout cas ce sera une belle machine, je pense, cette Steam Machine, et moi j'ai très hâte, et cette manette en tout cas me fait très envie. Et tu parlais de compatibilité, sache que sur Mac, toi qui es sur Mac maintenant, la DualSense, il y a un partenariat Sony DualSense. Tu vas dans un Apple Store, tu as la DualSense qui est dans les stands Apple. D'accord. Parce qu'ils ont développé un partenariat, etc. Et ce qui fait que tu as une vraie compatibilité native de la DualSense à ton Mac. Tu as les gâchettes adaptatives, tu as tout. C'est vraiment bien fait. En parlant de Mac, je recherche un vieux jeu que j'avais sur mon ancien Mac à l'époque, mais c'était sur CD, donc là je le trouve plus. Donc je lance une bouteille à la mer. Si jamais un auditeur connaît, savoir où je pourrais télécharger ce jeu, ça s'appelle The Movie. C'était un jeu à la Sims un petit peu qui est sorti en 2002-2005 à peu près. On pouvait gérer un studio de cinéma, gérer ses célébrités, faire des vraies scènes de films avec le moteur du jeu. Et ce jeu est disponible avec une version française mais uniquement sur Mac en fait. Et j'aimerais le trouver, donc si jamais vous avez un lien ou quoi, n'hésitez pas à me le communiquer. Je vous en serais extrêmement reconnaissant. C'est un jeu que j'ai énormément joué à l'époque. The Movie. C'est de Peter Molyneux. Movie House, The Film Studio Tycoon. MOVIES, tout simplement. C'était un jeu Lionhead Studio. D'accord, mais écoute, je connais pas. Et j'ai un petit peu cherché, et c'est vrai que moi là-dessus, bon, je ne suis pas un pirate informatique, et j'ai du mal à trouver ce jeu. Je sais qu'il est plus disponible à l'achat. C'est très compliqué parce que tu peux avoir des versions CD, mais j'ai pas de lecteur CD moi sur mon truc. Donc c'est un peu galère, et donc il y a même une extension centrée sur les effets spéciaux et tout. Et j'aimerais en faire une chronique. C'est pour ça que j'en parle en fait.
Eh ben écoute, peut-être via la voie de l'émulation. Sur Mac, pareil, ça tourne très bien l'émulation. Ouais, carrément. Donc c'est pour ça, si vous avez une solution, vraiment, n'hésitez pas à me prévenir et moi après je m'adapte. Passons, mon cher Kira, sur la chronique. Et je sens que ça va être dur. Je suis un petit peu fatigué, comme vous l'entendez peut-être au micro. Donc la chronique du jour sera Pragmata. Donc le studio, c'est Capcom. Le jeu est sorti le 17 avril 2026. C'est un jeu d'action-aventure shooter à l'ADN très arcade, et ça on le verra. Et à l'ADA très générique. Et bah pas tant que ça, tu verras. Et quand la t'es plateforme... fan de SF, quand même. Hein. Et bah justement, si t'es fan de SF, il y a quelque chose qui va te titiller très fort, tu vas voir. Le jeu est sorti sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2. Ils ont été très surpris des volumes de vente. Pareil, même RE Requiem. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'Onimusha, ils le font tarder. C'est pour faire le portage sur Switch 2. Ce qui est normal. Ils auront tort de se priver d'une aussi grande, un vrai marché. Un grand parc, hein, tout à fait. Et donc, on va se plonger dans ce fameux Pragmata, donc, qui est, comme je l'ai dit, un petit peu l'essence de ce qu'a été Capcom pendant longtemps, donc un studio très typé arcade, et on retrouve vraiment cette philosophie dans Pragmata, mais avant un petit peu de musique, et ça d'ailleurs, je le dis tout de suite, c'est un de mes points faibles de la musique, j'ai vraiment aucune musique iconique qui m'est restée, enfin voilà, je sais même pas qui est à la composition, c'est pas très grandiloquent, mais un petit peu de musique Bob. Tout de même, on va l'appeler Bob, et on se retrouve juste après. Donc, Pragmata. En réalisateur, nous avons Youngi Sho et en producteur Naoto Oyama et Edwin Edzo qui ont pour mission un retour assez radical à l'essence, comme je disais, de Capcom. Enfin, ça, c'est mon interprétation. Les bornes d'arcade de l'époque, quoi. L'arcade, en effet. Capcom, c'est un studio qui s'est forgé sur l'arcade avec des très très grands noms de l'arcade comme Okamoto qui ont fait les grandes heures, l'âge d'or du studio. Et ça les a suivis un petit peu tout au long de leur production. Moi, je trouve que les productions Capcom ont toujours un penchant un peu arcade, et je pense même au Resident Evil qui, tu sais, quand tu finis un Resident Evil, même les tout premiers, où tu as un score, tu as un rang, tu as le temps que tu as mis, tu as le nombre de sauvegardes. Enfin, il y a toujours un esprit très arcade, j'ai trouvé, dans les jeux Capcom. Et le Pragmata, ça a été un développement assez chaotique. Je ne sais pas si tu te souviens, Kira, mais le jeu avait été annoncé en 2020, donc on est quand même en 2026. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop long. On peste tous les deux de plus en plus sur quand les jeux sont annoncés très longtemps avant leur sortie. Donc là, je pense forcément à The Elder Scrolls 6, qui a été annoncé, je pense, maintenant il y a 5 ans, 6 ans peut-être. 2020, je crois. Ouais, bah tu vois, en même temps que Pragmata. Et donc, cette équipe, ils sont restés dans l'épure de leur mécanique, sans surenchère, sans contenu trop moderne. Et de ce contrat-là, je trouve qu'ils sont restés très attachés. Et c'est ce qui ressort tout de suite, je trouve, avec ce Pragmata, c'est cet esprit très arcade, où il y a un concept, on n'en déroge pas du début à la fin. Ce qui fait d'ailleurs un jeu assez ramassé. Je l'ai fini en 15 heures, mais après, j'avoue, moi, tu sais, j'ai la collectionnite aiguë, je vais dans chaque recoin pour m'assurer de rien rater, etc., parce qu'il y a des collectibles. Mais sinon, franchement, Pragmata, c'est un jeu qu'on peut faire en moins de 10 heures, je pense, sans sourciller. Ouais, bah après, c'est bien, des fois, les jeux courts et ramassés, ça change et ça fait plaisir, en vrai. Bah, c'est ça, je trouve que c'est bien, je suis comme toi. Après, les jeux, je pense que c'est toujours un peu une question de timing et d'envie. Moi, ça tombait, voilà, vous connaissez ma situation personnelle, donc ça pouvait pas mieux tomber. Mais des fois, bah, toi, tu vois, tu es sur Crimson Desert, qui est le strict opposé de ce jeu-là. Bah, je pense qu'il va me faire jusqu'à la fin de l'année, celui-là. Ouais, voilà. Mais c'est deux propositions qui s'entendent et qui ont un public différent et une genèse et une philosophie différente, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'apprécie particulièrement dans ce Pragmata, c'est que pour moi, Sid, il est arrivé parfaitement au bon moment. Un concept clair, un concept arcade, c'est ce que j'aime. Une ligne directrice qu'on ne quitte pas jusqu'à la fin du jeu, et ça nous tient 10 heures, et c'est très bien, on est content, et voilà, fin de l'histoire. Et ce jeu est incarné par un duo, donc c'est David Menkin, donc qui fait Hugh, l'astronaute en armure, une armure assez massive, et Grace Saif, qui fait Diana, l'androïde enfant.
Ils ont passé, donc David Menkin a passé 18 mois dans les cabines de motion capture et de doublage, et ils ont fait quelque chose d'assez intéressant que je ne connaissais pas, Kira, ou en tout cas j'en ai pas entendu vraiment parler avant de me pencher sur ce jeu-là. C'est qu'ils ils ont mis en place des séances de table read comme ils disent, où c'est de la lecture commune de script autour de la table avec les acteurs pour forger très tôt, dès la lecture du script, une sorte de connexion entre les acteurs. Est-ce que tu connaissais ça dans le jeu vidéo? Moi, franchement, c'est la première fois que j'entends ça. Ça me parle pas du tout. Donc ça, c'était assez original, tu vois, quand je disais les écrits sur la conception du jeu, ça m'a marqué. Et je me dis que ça doit être un des éléments qui fait que le binôme marche bien, et ça, je dirai un peu plus tard. Et dans les concepts et inspirations, c'est là où il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris. C'est le world building, donc la direction artistique, mais plutôt vraiment, quand on parle de world building, c'est l'aspect visuel de ce monde, des mechas, des machines, etc., de l'environnement. Et ben, il y a un très très grand nom de la hard SF qui est derrière ce jeu, c'est Shoji Kawamori, qui a fait tout simplement l'univers de Macross, donc qui est ce qui explique pourquoi c'est proche quoi. Ah bah c'est extrêmement proche. C'est pour ça que je dis générique, c'est que je l'ai vu dans plein d'animations japonaises, dans beaucoup de films en fait, le côté station lunaire comme ça, très aseptisé, et ouais, en fait c'est carrément du Macross en fait maintenant que tu le dis. Et bah ouais, c'est Shoji Kawamori qui est derrière ce jeu. Et moi en fait ça a fait tilt, et en fait ça m'a fait tilt. Ça fait le boss là-dedans. Ouais, en fait le boss de fin, il est absolument incroyable en termes de design, et je me suis dit mais tu vois, ça a fait tilt à ce moment-là. Je me suis regardé, et c'est là que j'ai vu un article Gamecult d'ailleurs où il parlait de Shoji Kawamori. Ils font encore des articles sur Gamecult. Ouais, ils font encore des articles sur Gamecult. Big up à Gamecult, nous en voulait pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est de la hard SF complètement, Macross, enfin voilà, c'est assez dingue. Il y a un élément par contre qui a jamais fait honneur au jeu, c'est les trailers, et la démo. En fait, c'est bien d'un sens parce que ça garde énormément de surprises. La première est que dans Pragmata, il y a plein de biomes. Il y a plusieurs biomes, en fait. Il n'y en a pas plein, il y en a 5. Des biomes très, très différents. Alors que nous, on n'a vu quasiment qu'une base lunaire. Sauf que dans cet univers, tout est construit via une imprimante 3D. Et en fait, c'est au cœur même, si tu veux, de cet univers de Pragmata. C'est les êtres humains ne travaillent plus. C'est une imprimante 3D qui construit les bases, qui construit les logements, qui construit tout à la place des hommes, tu vois. Donc, il y a finalement plus d'architecte dans ce monde. C'est la machine qui devient l'architecte de ce monde et qui se construit en elle-même. Et c'est un excellent twist scénaristique, parce que je vous laisse imaginer, tu vois, Kira, tout ce que ça peut renvoyer dans le rôle de l'homme face à la technologie et tout. C'est des thèmes très, très actuels et qui fonctionnent extrêmement bien dans Pragmata. Et en plus, d'un point de vue architectural dans le jeu, ça crée des trucs assez uniques, où tu as des bugs d'impression, tu as des voitures qui sont mal imprimées, tu vois, tu as des bugs d'impression 3D, etc., qui fait des trucs assez incroyables, mais ça, on ne le voit ni dans les trailers, ni dans la démo, ce qui fait qu'on garde une certaine surprise quand même à découvrir ce monde. Ouais, c'est ce qu'on a un peu dans la saga Alien, en fait, où ils ont une imprimante déjà pour fabriquer des xénomorphes, mais dans le lore d'Alien, en fait, via les bandes dessinées, on voit que la plupart des colonies sont fabriquées justement via des grosses imprimantes 3D. Et ben voilà. Donc merci, en plus tu m'as laissé le temps de boire un petit peu. Ouais, non mais j'aime bien, tu vois, je fais toujours ça bien, tu vois. Et notre cher réalisateur, donc Yonggi Sho, qui n'est pas réalisateur d'ailleurs, c'est l'autre poste, mais tant pis, il s'est inspiré d'Arale de Dr. Slump pour le personnage de Diana. Pas sur l'esthétique, parce qu'ils avaient une contrainte technique, c'est le RE Engine, qui n'est pas très calibré pour faire de l'animé. C'est pour ça que c'est un jeu qui reste avec une patte photoréaliste. Ça scintille un peu. Moi, je sais, quand j'ai fait les démos, j'avais un côté pas aliasing, mais tu sais, un effet un peu de scintillement à plusieurs endroits. Et ça m'avait choqué parce que j'avais pas vu ça du RE Engine. Peut-être un petit peu sur Dragon's Dogma, mais c'était un monde ouvert. Mais là, j'avais ressenti justement que le moteur technique commençait à faiblir. À tout sauter. Ouais. J'ai pas eu trop de soucis, surtout que j'y ai joué, j'avais la Mage PS5 Pro, donc ça, c'était assez cool. Avec le PSSR 2, tu vois, ils avaient fait une Mage, donc le jeu était vraiment très très joli. Mais c'est plus dans l'appréciation du moteur, il n'était pas vraiment calibré pour de l'animation, enfin un rendu animé, il est plutôt sur un rendu photoréaliste, ce qui donne à ce côté un peu vallée dérangeante que l'on peut trouver parfois à Diana, où c'est
C'est une androïde femme-enfant un peu, enfin tu vois, dans l'aspect, dans l'esthétique, elle fait pas très animée comme le ferait une... J'ai vu plein de vidéos d'ailleurs où tu la vois danser, j'ai trouvé ça un peu malaisant, je t'avoue, qui tournait sur les réseaux sociaux là. L'espèce de gimmick où ils ont voulu faire un côté un peu, tu sais, un petit buzz, j'ai trouvé ça un peu space. Ah ouais. Ils ont fait des trucs très très drôles avec Diana sur les réseaux sociaux, notamment le fait qu'elle avait piraté le compte Onimusha. Ça c'est cool, ça j'ai vu aussi, ouais, j'ai trouvé ça sympa. Il y a plein de trucs rigolos avec Diana, elle est très très attachante. Donc le pitch, je fais vite parce que j'ai déjà passé pas mal de temps sur la DA finalement. Donc c'est très bateau. Il y a une station lunaire, ça je pense que vous l'avez compris. Hugh et son équipe vont là-bas parce que voilà, ils ont reçu des signaux, ils doivent bosser là-bas. Sauf qu'ils arrivent sur la base, il n'y a plus personne. Et c'est une IA, une méchante IA qui a pris le contrôle de la station. Et il est sauvé, donc toute son équipe est décimée, et il est sauvé par Diana, justement, cette petite androïde qui va l'aider tout au long de son aventure et combattre cette méchante IA. Pour finir sur la DA, donc on en a parlé, tu as dit froideur clinique, c'est tout à fait vrai, surtout sur toute la partie au début avec la station, etc. Il y a beaucoup d'hologrammes, en fait, ils se servent, ça c'est très Capcom aussi, tu sais, tu as des livres audio où tu as des notes que tu vas récupérer un peu à la Resident Evil, où tu vas avoir le lore qui t'est diffusé comme ça. Un petit peu comme dans Callisto Protocol. Tout à fait, et tu vas... ou même, je sais pas si je me trompe, mais moi ça m'avait fait penser à pas Dead Space, le truc dans Rapture là. Ah oui, dans Bioshock. Bioshock, c'est des audiologues qu'on va trouver. Il n'y a pas d'hologramme, mais on a tout en audio qui passe et tout. D'accord, il n'y a pas d'hologramme. On en voit dans Callisto Protocol. Non, même dans le 2, il n'y avait pas d'hologramme. Okay. Même dans... Attends. Non, parce qu'après, c'était des espèces de... Dans Infinity, c'était des espèces de... Tu sais, de vinyle. Mais en tout cas, toute la vie passée de la station te sera notée sur des... Tu verras des hologrammes avec les gens bouger en mode hologramme et tout. C'est plutôt sympa et bien fait. Par contre, le gros défaut pour moi de la direction artistique, comme je le disais, c'est plutôt la partie... musique très atmosphérique, très musique d'ambiance, qui est pour moi plutôt un point fort. Mais je sais pas, tu vois. Tu dis ça manque de thème iconique que tu gardes en tête après, quoi. Je vais te dire un truc, je pense ne l'avoir jamais vraiment entendu, la musique, alors que je l'ai entendu, mais je l'ai jamais retenu. Alors est-ce que c'est les qualités d'une bonne musique au contraire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, moi j'aime bien les musiques qui s'entendent, qui restent. C'est une question de goût. Mais en tout cas, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un petit point en retrait. Moi, ce que je fais généralement quand il y a des musiques comme ça qui est peu inspirante, c'est que j'essaye de faire une partie du jeu avec la musique et après je la coupe pendant un petit tronçon juste pour voir si je ressens les mêmes émotions. Et c'est là que je vois si la musique, au final, fait le taf ou si elle est juste dispensable. Ouais, c'est une très bonne idée. Sur les thématiques profondes du titre, parce qu'il y en a, c'est la place de l'homme vis-à-vis de la machine. Je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, je voulais le faire à ce moment-là, mais je l'ai un peu expliqué. Mais pour illustrer ça, j'ai trouvé un exemple très très frappant, où à un moment tu trouves un petit audio, un petit script, tu vois, enfin un petit document, où tu as des ouvriers qui se plaignent de devoir faire semblant de travailler parce que la machine travaille à leur place. Ce qui fait que... ce sont des architectes, des ouvriers qui n'ont pas de taf, que la machine le fait à leur place, et ils se retrouvent à devoir faire semblant de travailler pour presque avoir un rôle à jouer. Et je trouve que... c'est un peu d'actualité quand même avec l'intelligence artificielle et tout. C'est hyper d'actualité en fait. L'humanité perd son rôle d'architecte, où la machine fait à notre place. L'être humain, il devient quoi? Il devient le spectateur. Quand tu deviens le spectateur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es plus dans ton rôle. Au final, on te dépossède de quelque chose. Et après, revenu universel. C'est une piste, en effet. Mais quand on est dépossédé de ce qui fait le sens de notre temps, de temps qui passe, de nos journées, etc. D'ailleurs, c'est un des thèmes de Monster que tu évoqueras tout à l'heure. En fait, on perd notre propre identité. Et ça, je trouve que... tu vois, Pragmata l'aborde de façon assez intelligente, mesurée, parce que c'est pas... tu vois, il faut aller chercher ça, il faut lire vraiment les petits documents que tu vas lire, la vie des ouvriers, les hologrammes, etc. Et c'est très bien fait. Et en effet, comme tu le dis, Kira, c'est très, très, très d'actualité, où demain, je pense que c'est notre futur. On va être quoi, le spectateur du métier qu'on faisait avant, et on va devoir faire quoi? S'assurer que la machine fait bien, sauf que la machine fera forcément mieux que nous, plus rapidement, jour et nuit. Tu vois, c'est
hyper pertinent et cohérent, surtout pour un jeu qui se passe du coup sur la Lune. La question surtout, c'est est-ce que l'humanité va faire comme Star Trek, partir dans une utopie où tout le monde va s'entendre et se dire que maintenant que l'intelligence artificielle gère, est-ce qu'on va partir faire des découvertes et essayer d'augmenter un petit peu la capacité de l'humanité, ou est-ce qu'on va finir comme dans Wall-E, obèse, dans un vaisseau spatial à boire des sodas et à regarder la télé? Ou à s'exterminer entre nous. Ça commence déjà pas mal. C'est un scénario qui existe aussi. Donc sur la partie gameplay, j'en termine là. Ça va être la partie gameplay que je ne vais pas passer beaucoup de temps finalement, parce qu'il y a un concept. C'est celui de la symbiose, exactement, de la symbiose entre deux personnages. Et là, je vais faire appel au monde animal. Je ne sais pas si tu connais Kira. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça pendant le jeu. C'est un peu bizarre, mais en même temps, vous, vous doutez bien que je ne suis pas dans mon état normal. La crevette pistolero. Tu vois, c'est quoi la crevette pistolero dans les aquariums, enfin dans la mer? C'est les petites crevettes, tu sais, celles qui donnent des coups de poing. Voilà, c'est celles qui font des bangs, tu vois. Ouais, carrément. Et puis elle peut buter un homard. J'avais vu une vidéo il n'y a pas longtemps où il s'arrachait carrément une pince à un crabe pour éviter de s'en prendre une, en fait. Et ben en fait, cette crevette, la crevette pistolero, est aveugle. C'est vrai que t'es pas trop dans ton état quand même. Elle est aveugle. Et dans la nature, en fait, elle a le poisson goby. Elle est accompagnée souvent d'un goby qui, lui, est hyper vigilant, mais il peut pas créer de terrier, etc. Donc en fait, la crevette, elle va faire son petit terrier. Et le goby, lui, va servir de sentinelle, tu vois. Et c'est un exemple très frappant d'une symbiose entre deux espèces. Et en fait, c'est une bonne métaphore, une bonne comparaison, je trouve, pour expliquer ce qu'est le gameplay de Pragmata, parce que Hughes, il tire, il a des flingues, sauf que ces flingues ne font absolument aucun dégât. Ouais, il voit un truc qui bouge, il tire. Il tire, mais ça fait pas de dégâts. Diana, elle va ouvrir, tu vois, en piratant, elle va ouvrir l'armure et la carapace des ennemis, mais elle fait pas de dégâts. Enfin, si avec le hacking, à force, tu peux faire des dégâts, mais en tout cas, de base, elle en fait très peu. Donc, tu as Diana qui fait tomber les défenses des ennemis pour que Hughes puisse les taper. Et ça, on le fait de façon synchrone. C'est-à-dire que pendant le combat où on vise avec Hughes, on va en même temps pirater avec un petit mini-jeu qui s'ouvre à droite, où il faut déplacer dans des cases, arriver au bon endroit, etc. pour faire tomber les défenses et avec Hughes, tirer, esquiver, se déplacer pendant qu'on fait le piratage. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et en plus, ça crée justement cette idée de symbiose que j'expliquais avec notre fameuse crevette et notre goby. Ça démontre une interdépendance entre les deux personnages, nourris par le gameplay, mais qui va en même temps avoir une résonance, tu vois, narrative, où au fur et à mesure de l'aventure, tu vas créer un lien père-fille assez évident, certes, mais qui fonctionne plutôt bien et qui est retranscrit par le gameplay. Et ça, je trouve que, tu vois, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, c'est que le gameplay est au centre de tout, même de la relation entre les personnages et du concept même du jeu, forcément. Là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai que Capcom a eu un parti pris là-dessus qui peut plaire. Alors moi, je sais que j'ai totalement été hermétique à ça sur la démo. Mais vraiment, hein, c'est ce qui m'a dit, enfin, ce qui m'a conditionné en me disant bon bah non, c'est pas un jeu pour moi. Après, ce qui est bien, c'est que plus Capcom en général, c'est que ils osent des trucs quand même dernièrement, et ça, mine de rien, c'est assez couillu de sortir ce type de concept, ce type d'univers et ce type de jeu, en fait, en 2026, alors que c'est surtout les suites qui marchent plus, quoi. Et je comprends que ça puisse plaire, parce qu'il y a un côté un peu scoring dans le mini-jeu, voilà, arcade à mort et tout. Après, je pense que c'est pas pour tout le monde, donc c'est bien d'essayer la démo pour se faire un avis. Bien que la démo, encore une fois, ne rende pas tout à fait honneur au gameplay, qui est extrêmement riche, nerveux, qui évolue avec le temps. Bien sûr, on évolue en 15 heures. Il y a beaucoup d'armes différentes, il y a des améliorations, le hacking, tu l'améliores avec le temps. Enfin, il y a toute une palette de combinaisons, de builds que l'on peut créer avec le personnage qui est assez dense et très très sympathique. Mais en tout cas, je te rejoins en effet sur cette prise de risque qui est centré sur son gameplay, centré sur ce duo avec un concept très typé arcade. Moi, ça me fait penser évidemment à Vanquish, tu sais que j'adore par-dessus tout. Qui a un peu la même DA, je trouve. Qui a un peu la même DA, tout à fait, avec quelques plus grandes fulgurances quand même sur Pragmata. Tu vois, j'aurais dit justement que Vanquish est un peu plus générique. C'est pour ça que moi je l'appelais Pragmata le Vanquish Wish. Non, alors c'est plutôt l'inverse, tu vois. Et enfin, juste pour la structure du jeu est géniale. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, c'est l'ère PS360 qu'on appelle ça. C'est vraiment ces jeux-là où tu as un hub central avec des niveaux en branchement, que tu vas prendre le tram, tu vas aller dans un niveau, tu vas revenir dans ton hub, tu vas améliorer ton personnage, tu vas repartir dans des niveaux, etc.
c'est clair, c'est limpide, c'est comme efficace, c'est pas du monde ouvert, ça fonctionne, on y va sans incro, enfin c'est à la fois old school mais en même temps rafraîchissant dans l'ère de jeux vidéo actuelle, donc tu vois c'est assez antinomique, mais voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Donc en conclusion, j'avais encore noté d'autres choses, mais voilà, je vois qu'on arrive sur un timing, j'arrive au bout. J'ai adoré cette expérience parce que elle est faite pour moi. J'aime les jeux arcade, j'aime les jeux courts, j'aime les jeux avec un gameplay, on n'en déroge pas jusqu'à la fin. Je l'ai dit, c'est aux antipodes d'un Crimson Desert, mais pourquoi je le recite, c'est parce que les deux ont la qualité d'être des nouvelles IP, donc des nouvelles licences venues un peu de nulle part, qu'on nous sert comme ça, en prenant des risques, l'un avec un monde ouvert faramineux, gargantuesque, et l'autre avec un concept très épuré, court, etc. Et je trouve que ces deux jeux ont leur place dans le jeu vidéo actuel parce qu'ils répondent à des besoins différents des joueurs. Ils ne se font pas concurrence. Ils ne sont pas du tout concurrents, c'est pour ça que je ne les oppose pas. Mais moi, aujourd'hui, dans mon style de jeu que j'aime, Pragmata, ça a été, tu vois, vraiment un vrai bonheur. J'ai trouvé mon compte et j'ai eu une vraie surprise avec ce duo qui, pour moi, allait être l'élément faible du jeu. Pour une fois, Capcom a fait un vrai scénario, donc tu vois, comme quoi ils sont capables de tout. L'histoire tient vraiment bien. Ça part pas trop dans la série Z, un peu nanar quand même? Pas du tout, c'est assez touchant. C'est pas nanar parce que ça prend justement un peu le contrepoint des vrais sujets d'actualité. Ils le font assez bien, en dosant plutôt bien. Même la partie émotion du jeu, il y a une section un peu émotion, etc., qui est un niveau un peu dédié, un peu à part, avec un rythme un petit peu différent. Tu vois, ils ont vraiment fait bien les choses avec un duo qui marche bien, ce qui fait que ça a été vraiment une très très belle surprise pour moi. Donc je recommande ce Pragmata pour un peu que vous aimiez voilà, ces jeux typés arcade, vraiment sur le concept pur, dynamique, un peu intense, mais franchement ça passe crème si vous aimez ça. Donc Kira, j'ai beaucoup parlé, je te laisse terminer avec une chronique de Monster, donc le chef-d'œuvre d'Hirasawa, qui est un très grand mangaka. Voilà, je crois que tu voulais parler surtout de l'animé, toi, plus que le manga d'ailleurs. Exactement. Je voulais parler de l'animé parce que tout simplement, je n'ai pas lu le manga. Ce que j'ai lu, c'est qu'il était très fidèle, donc du coup, on va peut-être pouvoir en parler par rapport à ça. Je l'ai vu dans ta bibliothèque, donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en parler. Bon, au départ, j'avais prévu une chronique sur Michael Jackson, mais je l'ai faite la semaine dernière. Donc, pourquoi? Donc je me suis dit, j'ai envie de parler de quelque chose que j'aime, en fait, quelque chose que j'ai vu il y a longtemps et que j'ai re-regardé dernièrement. Et je me suis dit, c'est l'occasion, en fait. J'avais commencé à écrire quelque chose, et du coup, j'ai profité pour terminer cette chronique, et je me suis dit, allez, faisons-nous un petit kiff. Go. Donc, le générique, et on attaque juste derrière. Monster. Alors la série Monster, franchement pour moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs thrillers psychologiques, tout style confondu. Alors déjà pour commencer, petit synopsis rapide. La série est sortie en 2004, elle est adaptée du manga de Naoki Urasawa et elle compte 74 épisodes. On y suit Kenzo Tenma, un neurochirurgien japonais qui travaille en Allemagne. Le gars a une carrière parfaite devant lui, donc c'est un grand neurochirurgien, enfin du moins en devenir, parce que c'est une des futures promesses de la chirurgie. Il est fiancé à la fille du directeur de ce fameux hôpital. En gros, tout roule, clairement. Jusqu'au jour où il prend une décision qui va complètement changer sa vie. Il choisit de sauver un enfant gravement blessé, plutôt qu'un politicien important que son boss lui avait expressément demandé d'opérer. Moralement, ça paraît évident. Sauf que ce gamin, Johan, va devenir un véritable monstre. Des années plus tard, Tenma a tout perdu. Il comprend qu'il a sauvé quelqu'un d'extrêmement dangereux et décide de partir à sa recherche pour réparer son erreur. Ce qui m'a accroché direct avec cet animé, c'est son rythme. Alors, c'est pas du tout une série basée sur l'action. Ici, tout repose sur l'ambiance, les dialogues, la tension, les rencontres également, et surtout la psychologie des personnages. Ça prend son temps, mais dans le bon sens. Chaque détail compte, chaque rencontre a un impact, et on est vraiment dans une narration posée, réfléchie, presque chirurgicale. Clin d'œil, clin d'œil.
Pas mal. Ouais, elle est belle. Et justement, en parlant de profondeur, Monster aborde des thématiques qui sont quand même super fortes. On est constamment face à des questions morales. C'est est-ce que toutes les vies ont la même valeur ? Est-ce que Tenma a eu raison de sauver cet enfant ? Est-ce qu'on peut regretter un acte aussi fondamental que de sauver une vie ? Et je trouve que c'est le genre de série qui fait réfléchir après un épisode. Et au cœur de tout ça, il y a cette opposition entre Tenma et Johan. Donc Tenma, c'est vraiment l'humaniste, il croit en la vie, en la bonté des gens, il veut sauver, aider et réparer. Et même quand il comprend que ce qui est devenu Johan, en fait, il a du mal à franchir une certaine limite. Et en face, on a donc Johan, donc c'est l'opposé total. Il est calme, charismatique, presque parfait en apparence. Tout le monde l'aime, tout le monde le trouve beau. Mais en réalité, il est terrifiant, il est égoïste, il est manipulateur et il est sadique. Il voit la vie comme quelque chose de sans valeur, il manipule les gens, faisant ressortir le pire en eux, et s'il est acculé, il retourne habilement la situation pour s'en sortir. Et de leur confrontation, c'est pas juste un duel binaire entre gentils et méchants, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Un autre point également, en parlant que j'ai adoré en fait, c'est toute la partie enquête. Car dans cette série, on ne suit pas que ces deux personnages. Il y a un troisième personnage principal qui s'appelle Heinrich Lunge. Alors lui, franchement, j'aime beaucoup. C'est un inspecteur hyper méthodique, presque obsessionnel. Tu sais, il a un espèce de toc avec ses mains quand on lui dit des choses comme s'il est tapé sur un ordinateur. C'est ça, voilà. Il est persuadé que Tenma est coupable. En fait, il lâche rien, il analyse tout, il est ultra rigoureux. Mais ce qui le rend passionnant, surtout, c'est son charisme et son évolution. Au début, il est très rigide, presque déshumanisé, et petit à petit, il va être confronté à des choses qui remettent en question ses certitudes. Et ça rend son parcours vraiment captivant, déjà, et surtout, j'imaginais une série live, tu vois, s'il faisait, admettons, Monster en série live, et je me suis dit qu'un Tommy Lee Jones, période Men in Black, en fait, aurait pu être parfait dans le rôle. Autre élément que j'ai adoré en fait dans cette série, c'est l'ambiance. L'histoire se déroule en Europe, principalement en Allemagne, dans les années 80-90, avec tout le contexte de la guerre froide et de la chute de l'Union soviétique. Et ça, je trouve que c'est très très bien retranscrit pour une série japonaise. Les décors, l'atmosphère, le climat froid et pesant, on y croit complètement. Et surtout, on sent le poids de l'histoire, notamment avec cette Allemagne de l'Est, les expériences, les traumatismes, le régime russe en fait qui était à l'époque qui était de coutume tout simplement. Et c'est pas juste un décor, ça fait vraiment partie de l'intrigue. Ouais, complètement. Ils ont inscrit vraiment cette Allemagne scindée en deux comme un élément même métaphorique des personnages qui ont des personnalités scindées, cassées. Et d'ailleurs, il y a toute une très grande allégorie, métaphore autour, tu sais, de l'œuvre du monstre sans nom, qui est une œuvre fictive, mais exposée dans l'animé et le manga. Il faut y être très attentif parce qu'elle donne justement beaucoup de pistes de compréhension à tout l'univers qu'est Monster. Et aussi, en toile de fond, tu vas peut-être en parler de l'orphelinat ou peut-être pas encore. Alors, je voulais pas en parler parce que je voudrais éviter de spoiler, mais vas-y, je te laisse si tu penses que ça peut le faire. Non, après, c'est juste, ils abordent, comme tu étais dans les thématiques, ils abordent aussi la gestion des enfants. Ouais, les enfants soldats, etc. Exactement. Et l'orphelinat. Et c'est un thème très fort d'Urasawa, qui a fait aussi 20th Century Boys, qui a fait Pluto. Il a fait que des chefs-d'œuvre, ce gars. Et d'ailleurs, Monster a été primé par un prix Osamu Tezuka. Enfin voilà, c'est vraiment un monument. Et c'est pour ça que je voulais parler de l'orphelinat et des enfants, c'est que c'est un thème un petit peu central qui revient. Pour moi, c'est le thème central parce que c'est la pierre angulaire pour comprendre la psyché de Johan, en fait. Donc tout vient d'un orphelinat. Et c'est pareil, je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je vais vous laisser la surprise, quand même. Et la sœur aussi, Anna. Voilà, tout à fait. Après, ce qu'il faut savoir, par contre, c'est que ça reste une série qui date de 2004. Donc, il y a beaucoup d'effets 3D. Ça a un peu mal vieilli par rapport à ça. Et puis, on est aussi sur un affichage 4 tiers. Néanmoins, ça reste quand même très, très joli. C'est très joli. Pour ce qui est de l'ambiance, donc c'est ce que je disais, c'est
très bien retranscrit, car il y a un côté en plus paranoïaque où tout est flou, les identités, les intentions, les alliances, on sait jamais vraiment qui croire. Ça renforce la tension tout au long du récit. Il y a un côté globetrotter parce que Tenma va traverser toute l'Europe en fait à pied, un petit peu comme dans la série Hulk, vu que c'est un fugitif en fait, il va essayer de ne pas faire de vagues et il va rencontrer des gens au gré de ses pérégrinations, donc des gens sympas, des gens qui ont besoin d'aide, des gens moins sympathiques, mais c'est ce qui fait la force de cette série, c'est parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber et au final chaque personne peut cacher en lui une sorte de monstre en fait. C'est juste qu'il est plus ou moins développé. C'est très drôle que tu dis ça parce que la série qui a inspiré Le Fugitif. Urasawa, le Fugitif la série des années 60. Tout à fait. Et l'autre thème, c'est en effet l'identité. Pour moi, c'est vraiment le thème central, c'est l'identité, qui nous sommes. C'est pour ça que le monstre sans nom définit un petit peu la notion d'identité dans la série. C'est parce que la série considère que c'est en fonction c'est notre nom qui définit notre identité, et si on perd notre nom, on perd notre identité. Et petit à petit, certains personnages évoluent en ce sens, et c'est ça où c'est très très brillant. Totalement, il y a tout un passage où ils sont en Tchécoslovaquie, où il va rencontrer des gens, une culture totalement différente. Et moi, j'ai trouvé les personnages qui croisaient étaient très attendrissants parce qu'on était loin vraiment du cliché de ce type de personnage, en tout cas dans les années 2000. Ce qui est fort en tout cas pour cette série, et tu me diras c'est pareil pour le manga, c'est de tenir la route sur 74 épisodes, car ça reste quand même hyper solide du début à la fin. Il y a plein de personnages secondaires, mais aucun n'est là pour rien, si tu veux. Chacun apporte quelque chose, que ce soit une réflexion, une émotion, une pièce au grand pulse. Et même si le rythme est lent, encore une fois, ça reste une série assez lente, je trouve qu'on s'ennuie jamais. Au contraire, ça construit, encore une fois, cette tension constante en fait. On se sent un peu traqué comme Tenma, et quand on voit l'enquête de cet agent de police qui le suit, en fait, d'un côté, on a envie qu'il le trouve pour qu'il y ait confrontation, mais d'un côté, on est tellement attaché au personnage qu'on a envie qu'il continue pour qu'il termine son espèce de mission qui s'est auto-confiée. Sur le rythme, en effet, je suis d'accord, c'est un rythme très très lent. Moi, je trouve même quand même que l'animé est quand même très très lent, surtout au début. À partir du moment où ça se décante un peu, c'est un peu. Ouais, il y a bien 15 épisodes, le temps que tout se mette en place en fait. Donc le premier épisode va très vite, et après, il faut le temps qu'il te présente tous les personnages, quoi. Je dirais que c'est un poil peut-être poussif quand même au début, mais je suis d'accord. Et en fait, il y a 74 épisodes et il y a un peu plus d'une centaine de chapitres en manga, ce qui fait que le manga est quand même un peu plus vivace en termes de rythme. L'animé est extrêmement fidèle au manga, donc ça franchement c'est du grand art, presque planche par planche, etc. Non, aucune, c'est vraiment cool. C'est hyper fidèle, voire planche par planche, mais il y a juste cette notion de rythme qui varie un petit peu parce que ça s'enchaîne un peu plus en manga et tu as un côté un peu plus posé dans l'animé. Donc ça, pour moi, c'est un petit revers de médaille. Simplement, l'avantage, c'est que Johan est un peu mieux incarné, peut-être, je trouve, dans l'animé grâce à son doubleur, etc. Que ce soit VF ou VO, les deux sont exceptionnels. Donc, tu vois, je trouve que finalement, c'est deux très belles œuvres qui ont des qualités un tout petit peu différentes. Moi, je préfère le rythme du manga et je préfère l'incarnation de Johan dans l'animé. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça aussi, on en parle souvent, des adaptations. Parfois, faire une adaptation trop fidèle, quand on passe d'un médium à un autre, en fait, ça peut nuire au rythme ou à la qualité de ce médium. Le médium n'est pas le même. Voilà, c'est ça. Moi, je sais que j'ai pas mal d'appréhension pour la série Harry Potter qui va sortir. Bon, déjà parce que je trouve la photo trop sombre, alors que le début est censé être féerique. Mais surtout, je me dis, faire une saison complète sur un bouquin, admettons, de 400 pages, si tu veux l'adapter page par page, en fait, ce qu'on va te raconter en lisant ton livre ne va pas avoir la même répercussion que si on te le montre, en fait. Oui, et je trouve qu'il faut prendre des libertés avec des adaptations, qu'on soit d'accord ou non. Par exemple, L'Ordre du Phénix a pris énormément de liberté, et je trouve le film L'Ordre du Phénix beaucoup plus digeste que le livre, en fait. A contrario, le Prince de Sang Mêlé que j'ai adoré, lui, en revanche, je préfère le livre que le film. Donc comme quoi, une bonne adaptation, c'est aussi parfois faire des compromis et raconter autre chose, et là, pour le coup, c'est peut-être un peu trop fidèle du coup. Ouais, ton analyse, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut s'adapter à son médium, et ça peut être un petit défaut, je dirais, encore une fois, de la série animée Monster, bien que il y a des qualités. En effet, tu vois,
Monster, l'animé, a le son, a le doublage, a les acteurs, etc. Ça, c'est une force que n'a pas le manga. Exactement. Et ils auraient peut-être dû miser un tout petit peu plus là-dessus, le rythme, etc. Mais enfin, ça reste, on parle de chef-d'œuvre autant pour l'animé que le manga, donc on pinaille, quoi. Exactement. Je vais conclure. Donc Monster, c'est vraiment une œuvre à part pour moi, car c'est pas juste un animé que je vais regarder pour me divertir avec mon téléphone à la main, comme beaucoup de gens le font. Je trouve que c'est une expérience où il faut vraiment se mettre dedans. C'est sensoriel. Voilà, c'est sensoriel, et surtout, je ne binge-watching pas les épisodes, tu vois. Je vais en regarder 2-3 épisodes, je vais attendre le lendemain ou 2 jours après pour en regarder 2-3, mais je vais pas les enchaîner pour justement m'imprégner de cette lenteur, on va dire, et surtout de ce que ça me raconte. Après, c'est un animé qui fait réfléchir, qui met parfois, voire même souvent, mal à l'aise, mais toujours de manière intelligente. Et je trouve qu'entre son écriture, ses personnages, son ambiance et même sa VF, tout est maîtrisé en fait. Donc si vous aimez les thrillers psychologiques, les histoires profondes, les personnages complexes, franchement foncez, c'est le genre de série qui vous reste en tête longtemps après les avoir terminées. Et ça, c'est clairement le signe des grandes œuvres. Et je vais juste te paraphraser en reprenant ton introduction, où tu as dit que c'est un des meilleurs thrillers all média, mais je sais plus précisément ce que tu as dit. Pareil, oui, tout support confondu. Tout support confondu, voilà, j'adhère. C'est un thriller incroyable. C'est un seinen, donc c'est réservé aux adultes, mais franchement, c'est exceptionnel. Moi, si je dois le classer dans une filmographie, je le mets au même niveau qu'un Zodiac de David Fincher, en fait, ou un Seven. On est vraiment sur du très très haut niveau. Ouais, quel plaisir de se replonger dedans. En tout cas, merci beaucoup, Kira. Si tu veux les revoir, j'ai le coffret des les voir, moi je veux bien. Je les ai en manga et je les ai pas en. Je sais pas d'ailleurs si tu te souviens, mais c'est toi qui me les avais prêtés, les animés. C'était ton coffret que j'avais déjà regardé. Tout à fait. As-tu des big up pour clôturer cette émission, Kira? Alors, je pense que tu as beaucoup de big up, donc je vais te laisser les faire. Moi, de mon côté, je tiens juste à remercier, en fait, parce que j'ai reçu énormément de messages bienveillants par rapport à mon épisode solo. Comme quoi, déjà, c'est pas quelque chose de facile, tu l'as déjà fait. Et c'est vrai que essayer de trouver un tempo ou quoi, j'étais pas spécialement satisfait, mais au final, ça a beaucoup plu, donc merci à vous. Et surtout, j'ai pris beaucoup de messages par rapport à mon analyse du film Michael, en fait, qui a beaucoup plu également. Et donc, je vous remercie également. C'est vrai que je suis fan de Michael Jackson, c'est vrai, mais j'ai pas essayé de le traiter comme un gros fanboy de Michael Jackson. J'ai essayé quand même de mettre les points sur les choses importantes. Donc voilà, merci à vous en tout cas pour toute cette bienveillance. Et moi je l'ai écouté cet épisode après le montage, comme je disais, en allant à la maternité le lundi, et je l'ai trouvé très bien. J'ai adoré ta chronique du film Michael Jackson, donc je rejoins les compliments que tu as eus. Donc quelques big up, je vais citer les 5 étoiles. J'ai reçu, je pense, au moins 250 messages sans mentir de félicitations. Donc voilà, je peux pas tous vous big up. Mais ceux qui concernent la taverne, alors je sais plus si j'ai déjà dit. Donc Winourson qui a dit 5 étoiles. Il aime nos avis posés et bienveillants sur le jeu vidéo. Il a aimé ton avis sur Crimson Desert. Il dit qu'on descend jamais des jeux gratuitement. On fait preuve de nuance, etc. Merci beaucoup. C'est très important. Même si on aime troller, c'est important. Oui, mais enfin voilà, il mettait ça en avant, il apprécie. Il y a Ludo qui nous suit tous les lundis sur la route. Il nous demandait si on avait un métier en lien avec le jeu vidéo ou un objectif de le devenir. Et ça, je pense qu'on peut dire non tous les deux. Pas du tout. Rien à voir. Pas du tout, rien à voir. Autant pour toi que pour moi. Oui. Il y a Alex qui me dit félicitations, c'est gentil. Il nous a fait un petit formulaire sur le site web. Il adore nos analyses sincères. J'ai aimé sa analyse sincère parce que c'est vrai que c'est toujours le cas. Il y a Maxime qui nous a fait un long message, qui a été très ému de l'épisode avec l'annonce. Il a aimé ton épisode aussi, Kira, tout seul. Il écoute sur les conseils de son cousin Gilles. Donc ça fait longtemps que Maxime et Gilles nous écoutent. Merci Gilles. Auditeur fidèle du Nord. Il nous a fait un long message plein de gentillesse qu'on a reçu via le formulaire du site web. Il y a Rémi B qui nous a mis un grand merci aussi. On l'accompagne toutes les semaines. Il nous parle de la parentalité avec beaucoup de gentillesse. Et 5 étoiles de moi. Donc le pseudo, c'est moi, c'est pas moi qui nous suis mis 5 étoiles. Oui. Il y a 5 étoiles de moi qui dit très bonne ambiance. Continuez comme ça. Moi, je tiens juste à aussi, on a eu un formulaire d'une personne qui m'a demandé si j'avais parlé de Michael Jackson en HS, donc je l'ai fait.
Par contre, ton pseudo, je ne le citerai pas parce que je sais que c'est une vanne, donc voilà, donc c'est un certain Garcia. Je l'ai zappé celui-ci, voilà. Je l'avais sous les yeux. Je l'ai zappé. On ne va pas se faire avoir avec ce genre de bassesse, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, voilà, chose faite, la chronique Michael Jackson a déjà eu lieu. Kira, tu as le mot de la fin pour clôturer cette émission. Eh ben, merci à toi pour ton retour déjà, et puis pour cet épisode. Merci à vous tous pour tous vos messages bienveillants, encore une fois. Comme d'habitude, allez voir des films, lisez des livres, jouez à des jeux vidéo, faites-vous plaisir et kiffez. Il y a James Bond qui sort dans pas longtemps. J'espère que le jeu sera mortel. Moi, je suis chaud. J'ai même commandé la DualSense parce que j'adore. J'ai pas de pistolet d'or, donc j'ai envie de jouer avec une DualSense d'or. Excellent. histoire de voir, en tout cas. Donc j'ai vraiment très très hâte. Et vous, quels sont les jeux qui vous tentent, en tout cas pour ce mois-là, n'hésitez pas à nous le dire, voir si on peut les traiter ou pas, en tout cas. Donc de mon côté, je vous souhaite une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.